2020. Encore une fois, merci de votre fidélité. À la une, il faut le dire, au Mali, la crise politique et institutionnelle s'enlise après l'ultimatum donc lancé le 15 juin. Le désormais M5 RFP, proche de l'imam Diko, appelle à l'assaut final ce vendredi 19 juin 2020 pour pousser donc définitivement le président IBK à la porte. Dans la foulée, une contre-manifestation évidemment initialement prévue donc à Bamako a été annulée in extremis donc ce week-end. Et pour sa part, après avoir rencontré donc les acteurs de la société civile, le président Keïta, dans une adresse à la nation d'hier dimanche, a annoncé la formation donc d'un nouveau gouvernement et une perspective évidemment de rencontre avec les contestataires. Pendant ce temps, Soumaïla Cissé, président de l'URD et chef de file de l'opposition, demeure introuvable après son enlèvement il y a 2 mois maintenant. Les annonces d'IBK suffiront-elles à désamorcer donc la crise? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Les appels des religieux seront-ils entendus? Quel avenir pour Soumaïla Cissé, toujours aux mains des terroristes? Nous allons comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Saïkou Sunoko, premier vice-président donc du parti URD, Ras Bat, porte-parole donc du collectif pour la défense de la République, Massoud Cissé, président de la plateforme Nous le Peuple, Mohamed Chérif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Ils vont s'exprimer successivement ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Ce matin, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Vous nous regardez là aussi sur les bouquets Canal+. Le temps pour notre réalisateur de joindre Ras Bat, c'est bien cela, il est le porte-parole donc du collectif pour la défense de la République que nous allons joindre dans un instant. Mon cher Obi, on a écouté Sanogo, c'est bien Absolument, cela. on sait bien les conditions difficiles dans lesquelles le chef de file de l'opposition se trouve en ce moment et la région dans laquelle il a été enlevé, évidemment, comme le précisait. Mais il nous apprend quelque chose, Mohamed Ali, ce matin. Donc il n'est plus à Bamako, semble-t-il. Oui, selon les informations. On ne sait pas où il se trouve. D'ailleurs, on pense que, encore une fois, que le chef de file de l'opposition, c'est un prisonnier politique. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de faits nouveaux. Premièrement, avant d'aller en campagne, il a reçu l'assurance que tous les hommes politiques engagés dans les élections peuvent aller faire campagne. Premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu de revendication, il n'y a pas eu de demande de rançon, il l'a confirmé. Personne n'a revendiqué l'enlèvement du chef de file de l'opposition et ça, c'est nouveau. Deuxièmement, et ensuite, on ne sait pas effectivement où il se trouve, comment il va. Personne n'est en contact avec les autorités du Mali. Donc, on a l'impression qu'il est gardé au frais quelque part parce que je rappelle qu'il y a des personnes qui ont été déléguées pour aller négocier la libération. Eux-mêmes, ils ont été enlevés. Après, ils ont été relâchés. Ce sont eux qui apportent les dernières informations, soit disant que le chef de file, il va bien, mais personne ne l'a vu de toutes les façons. Et nous repartons du côté du Mali ce matin, d'où nous attend donc Ras Bat, c'est bien cela. En direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Alors, avec vous, nous allons en tout cas chercher à savoir, bien entendu, votre réaction ce matin après ce discours du président malien. Est-ce que c'est un discours qui s'entend bien? Est-ce que c'est un discours qui, à votre avis, pourrait empêcher la manifestation annoncée du vendredi prochain? Bonjour d'abord à votre équipe. C'est la première fois que je participe à cette émission. Donc, j'oublie déjà le nom. Et à tous ceux qui nous écoutent actuellement, qui nous regardent aussi. Le discours du président de la République prononcé hier soir à la nation, dans le fond, il n'y a pas grand-chose d'innovant là-dedans. Ça m'a rappelé la grande manifestation, le grand rassemblement qu'il y a eu en 2017 lorsqu'il avait proposé un projet de révision constitutionnelle dont beaucoup de personnes, sociétés civiles, les partis politiques et personnalités intellectuelles s'étaient regroupées pour s'opposer à ce projet, tant dans le fond, dans la forme et dans le contexte. Il avait appelé les organisateurs au palais pour désamorcer la situation en promettant d'initier un dialogue qui n'est jamais venu. Mais ça a permis en son temps politiquement de calmer et un peu de mobiliser un peu les mouvements. C'est sorti hier soir, là, en lisant les discours et en écoutant attentivement dans le fond. Il a dit 3 choses. Il a dit, il se propose de rencontrer les organisateurs de la marche du 5 juin
et qui se projette de marcher encore le vendredi 19 juin et pour échanger avec eux. Il se propose d'accélérer la mise en œuvre des recommandations du dialogue qui tiennent compte en grande partie de toutes les revendications et de tous les griefs formulés par le mouvement du 5 juin. Donc, en partie, il reconnaît sa responsabilité dans la lenteur, la mise en œuvre de ces recommandations qui, en partie, expliquent un peu tout ce que nous accusons, nous récusons de frustration dans les résultats issus des élections législatives et des tripatouillages auxquels on a assisté de la part de la Cour constitutionnelle. Et troisièmement, il s'est proposé de faire un geste à l'endroit des victimes, des déplacés dans une commune à Bamako qui ont subi un incendie il y a 2 mois, qui a ému toute la population malienne et internationale, mais dont il était resté silencieux jusque-là. Donc en gros, c'est dans le fond. Ouais. En clair, si je vous entends ce matin, c'est comme si c'était du remake, en fait, du déjà entendu, du déjà vu. Exactement, tout à fait. Hier soir, j'étais sur une chaîne panafricaine qui est basée à Bamako. Je dis que c'est du déjà entendu à la limite. D'accord. Donc, c'est déjà entendu à la limite. C'est pas la première fois qu'il fait l'ouverture. Nous espérons que ça ne soit pas aussi la énième fois, que ça ne soit juste un coup politique pour démobiliser les gens, démoraliser, donner de l'espoir après qu'il serait de sang. Donc la marche prévue ce vendredi, rien ne pourra donc l'empêcher, même pas ce discours selon vous? La main tendue. Ben selon les organisateurs, parce que j'en suis pas un, oui. Au contraire, ça les galvanise davantage parce que juste après la démission du gouvernement, il a reconduit le même Premier ministre. Donc les organisateurs estiment que c'est à la limite une sorte d'affront, d'inaudite et d'insensibilité à la marche, au grief. Mais ils disent que l'objectif et la demande principale de leur raison d'être est sa démission et la démission du régime. Donc en gros, son discours n'est pas en soi quelque chose qui puisse un peu ralentir le mouvement, dissuader ou les amener à renoncer, d'autant qu'ils demeurent en fonction. Oui, Razbach, vous êtes au fait de l'actualité malienne, vous avez eu de cesse d'alerter, de dénoncer dans vos émissions, notamment les grands dossiers que vous animez, mais est-ce que vous pensez que au Palais Koulouba, IBK n'a pas été du tout réactif face aux signaux avant-coureurs donc qui sont venus du peuple? Est-ce qu'il a pris du retard à réagir, à écouter et donc à prendre les dispositions qu'il fallait pour satisfaire donc aux recommandations de ce peuple? La deuxième question, dites-nous qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté du Mali pour ne pas que le mouvement dans le fer de lance quand même est l'imam Diko, pour ne pas que ce mouvement s'islamise, parce qu'il quand même il s'agit d'un imam qui pense autrement que ces politiques qui visent le fauteuil présidentiel. Comment ne pas permettre que le mouvement s'islamise? Une très bonne question. Sur la première déjà, je pense que le président n'a pas accusé du retard. Déjà, c'est à une semaine environ, du 5 juin, c'était le vendredi de la semaine passée, à aujourd'hui, à hier soir, donc c'est à peu près une semaine. Et il avait besoin de prendre du temps, de recevoir des gens, d'écouter tout le monde, parce que encore c'est une partie du peuple. Donc il y a d'autres parties du peuple qui entre-temps s'étaient exprimées pour s'opposer. En l'occurrence, le président du Haut Conseil islamique, Souan Chérif Moran Haïdara, qui est aussi un grand leader religieux, est publiquement sorti entre-temps pour s'opposer à la principale revendication du mouvement dont l'imam Diko est leader. Donc quand vous avez le Haut Conseil islamique, à travers son président, et l'ensemble des bureaux sortent pour dire qu'ils sont contre la démission du président de la République. Ils partagent toutes les revendications d'ordre social et économique et s'opposent à la démission. Donc, en gros, c'est un signal de fracture, ne serait-ce qu'entre les courants religieux islamiques. Donc, le président se devait de prendre un peu du temps et de laisser d'écouter. Donc, il est sorti. Il faut reconnaître que moi, personnellement, en tant que Razbach, porte-parole du collectif, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase à travers les résultats tripatouillés des élections législatives et la nomination au poste du président de l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale, par le président de la Conseil de la Cour constitutionnelle et lui-même le président de la République. Bien. C'est inédit, c'est du jamais vu. Ouais. Un candidat qui a été repêché et dont la Cour n'a trouvé comme seul argument
de son repêchage qu'il a produit à l'appui de sa requête une photo d'attroupement des agents électoraux dans la cour pour invalider, annuler des voix. Tenez-vous bien, la photo d'attroupement, c'est comme si moi, de l'extérieur de la cour de votre studio, je vous prends en photo et je vais donner ça au juge pour dire que vous êtes en train de conspirer contre moi dans la cour de votre studio. Qu'est-ce que la photo peut traduire comme élément? Donc, quand la Cour constitutionnelle se base uniquement que sur la photo et une liste d'émargement des agents électoraux pour repêcher un candidat qui a été battu à plus de 400 voix, et au niveau de l'élection au poste du président de l'Assemblée nationale, le parti du président qui organise un vote entre les candidats au perchoir, le candidat qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale a refusé de prendre part au vote en claquant la porte. Bien. Alors, on est pris par le temps, malheureusement. La deuxième question était très importante. La deuxième question sur les risques d'islamisation du mouvement de contestation. Donc, voilà, le président aurait dû prendre, pour revenir à la question, le président aurait dû prendre des solutions qui pouvaient apaiser la colère populaire, à savoir la promesse s'engager à dissoudre l'Assemblée nationale et à dissoudre la Cour constitutionnelle. Bien. Et pour réparer les injustices, calmer, ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le mouvement du 5 juin ne s'islamise? De l'extérieur, c'est vrai, peut-être peuvent penser que l'imam Dicko étant un imam d'obédience islamique, que forcément tout mouvement dans lequel il milite ou dont il est le leader puisse être de substance ou d'idéologie ou de visée islamique. Mais entre-temps, sachez que l'imam Dicko, après son départ à la tête du Haut Conseil islamique, à travers ses sympathisants et ses mouvements, ces sympathisants, ils ont créé un mouvement qui s'est réclamé officiellement dans son statut et publiquement un mouvement politique. Et avec des objectifs politiques et avec des objectifs qui cadrent bien avec la laïcité, la République et la démocratie. Ouais. Ça, c'est sur les papiers. Et depuis, dans aucun de ces discours, il a mis en avant la primauté, si tu veux, de la religion au détriment de la République et de la démocratie. Au contraire, malgré son image de l'imam et d'islamiste, il a toujours revendiqué le droit à faire la laïcité et le respect de la laïcité, et le respect des règles démocratiques et républicaines, la bonne gouvernance. Bien. Ral Bat, donc porte-parole du collectif pour la défense de la République. Nous sommes